toi, jeune oreille étudiante, et bienvenue pour cette deuxième saison du Point Q du SSU, le podcast qui parle santé sexuelle. Donc, les questions liées à la santé sexuelle, elles sont très variées et elles peuvent englober l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression sexuelle, les relations ou encore le plaisir. Donc aujourd'hui, dans ce premier épisode de la saison 2, on va aborder le sujet des relations sexuelles et plus précisément celui de la pénétration. Donc moi, je suis Lona, je suis chargée de prévention au service de santé universitaire de Clermont-Auvergne. Et autour de la table aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Nour, qui est étudiante relais santé, Lohan, qui est membre du BDE APSI, l'association des étudiants en psychologie, Martin, qui est membre du BDE CERDI, donc le Centre d'études et de recherche sur le développement international, et Hugo, qui est membre du BDE Biohazard, donc qui regroupe les étudiants et les étudiantes de biologie, physique et chimie. Et enfin, en tant qu'intervenant professionnel, aujourd'hui, on reçoit Frédéric Galtier, qui est chargé de projet en santé sexuelle à l'IREPS et qui est sexologue. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Donc pour débuter ce podcast, j'aimerais vous faire écouter un micro-trottoir qui a été réalisé par nos étudiants relais santé, donc dans différentes facs de l'université. La question qui leur a été posée, c'était la suivante. En un mot, qu'est-ce qui définit selon vous la relation sexuelle ? Échange. Le consentement, pour moi, c'est primordial. Amour. Fun. Plaisir. Pénétration. Consentement. Confiance. Intimité. Amour. Partage. Confiance. Partage. Consentement. Intimité. Agréable. Tendresse. Plaisir. Protéger. Pénétration. Préliminaire. Court mais intense. Plaisir. Abstinence. Plaisir. Amour. Partage. Consentement. Ok, donc par rapport à tout ce qui vient d'être dit, pour vous, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle et qu'est-ce que vous pensez, en fait, des mots qui ont été prononcés ? Lohan, votre avis par rapport à ça ? Ouais, je suis pas mal d'accord avec ce qui a été dit dans tout ce qui a été dit. Je pense qu'après, chacun définit la relation sexuelle comme il l'entend, mais pour moi, c'est effectivement un moment de partage, que ce soit avec ou sans amour, hein, peu importe, mais effectivement, ce serait un moment de partage et de plaisir consenti. Ok, merci pour ta réponse. Hugo, du coup, toi, t'en penses quoi ? Je suis assez d'accord avec Lohan. C'est vraiment du partage, du plaisir. Et comme elle a dit, pour moi, c'est pas non plus forcément avec amour. Ça peut être juste un plaisir charnel, personnel, qui peut être fait. Et du coup, voilà. Ok, merci. Et Martin, pour toi, du coup ? Moi, je suis assez d'accord aussi avec tout ce qui a été dit. Après, pour moi, une relation sexuelle, du coup, c'est un moment d'intimité et de partage avec le consentement, bien évidemment. Ok. Du coup, toi, Fred, avec ton regard un peu plus professionnel, tu penses quoi des mots qui ont été prononcés par nos étudiants, nos étudiantes ? C'est des jolis mots, déjà. Après, moi, la distinction que je ferais, c'est que la relation sexuelle, elle se distingue du rapport sexuel, dans le sens où la relation implique qu'il y a un lien entre les deux individus et que ce lien prévaut, en fait, à la relation. Dans le rapport sexuel, il y a une notion de recherche de plaisir avec, dans l'absolu, n'importe qui, dont je peux même me passer du prénom. L'idée, c'est de ressentir du plaisir, de l'obtenir, qui peut être vite, d'ailleurs, obtenu vite. La relation implique quand même qu'il y a des mots, qu'il y a quelque chose, et ce qui est intéressant dans la relation, c'est que parce que c'est l'autre, le plaisir sera décuplé aussi. Et ça, moi, c'est ça qui m'interpelle, en tout cas. Mais l'idée de consentement qui est ressortie, elle est fondamentale dans les deux cas, de toute façon. Ok. Oui, c'est vrai qu'on a eu quand même des mots assez sympas pour la plupart. Du coup, nous, aujourd'hui, on a décidé d'aborder ce sujet car la plupart du temps, et pour encore beaucoup de personnes, donc, le rapport sexuel, mais du coup aussi parfois la relation sexuelle, repose sur une vision assez hétérocentrée, dont l'objectif, c'est l'orgasme donc par la pénétration. Alors qu'en fait, qu'importe le sexe et le genre des personnes qui sont engagées dans un rapport sexuel ou dans la relation sexuelle aussi, la pénétration, c'est pas l'unique recours.
Au contraire, en fait, il existe autant de pratiques et de formes de sexualité que de personnes. D'ailleurs, à cette table, on est plusieurs, donc je suppose que vous avez chacune une vision qui vous est propre de la sexualité aussi. D'où ma deuxième question. Comment est-ce que vous avez découvert ce qu'était la sexualité, le rapport sexuel? Donc en termes plutôt de perception que de pratique, sans aller dans le trop intime. Hugo, du coup? Du coup, la première... comment on a découvert ça? Ouais. Ça a été comme tout le monde au début sur Internet, on va dire. Et après, j'ai vraiment vécu ça en vrai. Après le bac, où j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pris le temps de découvrir la personne, d'être en confiance, pour après poursuivre dans cette aventure. Ok. Et du coup, par Internet, est-ce que tu peux un peu développer ou pas? Je me recherchais un peu personnellement. Du coup, c'est facile de taper sur des petites vidéos, on va dire, comment ça se passe. Et c'est vrai que du coup, ça va nous montrer une certaine vision de la chose qui est assez fausse. Dans la réalité, au final, ça se passe pas du tout comme ça. Mais c'était la première approche, c'est la plus simple, la plus facile à avoir. Ok, merci pour ta réponse. Louane, toi? Je pense aussi que ça passe effectivement par Internet en premier lieu et par la pornographie, malheureusement, je pense. Parce que c'est quand même des rapports qui sont bien erronés et c'est très loin de la réalité à laquelle on va se confronter, que ce soit dans des rapports homosexuels ou hétérosexuels d'ailleurs. Donc une découverte, disons, intéressante sur le plan physique et émotionnel surtout. Ok, merci. Et toi, Martin? Pour moi, c'était aussi par des sites pornographiques. Parce que des amis à moi m'en avaient parlé et forcément, il y a eu un effet de dynamique de groupe. Et donc moi aussi, je suis allé voir, c'était ça mon premier rapport avec la sexualité. Ok. Et est-ce que du coup, comme les autres, ça t'a semblé un peu faussé? Est-ce que tu voyais? Non, ou au début, non. C'était juste quelque chose qui se passait. J'avais pas de réflexion sur ce que je voyais. Et c'est après, en étant sensibilisé, en me disant que non, la pornographie, c'est pas forcément, ce n'est pas la réalité. C'est là où j'ai compris qu'il y avait une différence. Et une fois que j'ai eu mes premiers rapports sexuels, oui, j'ai bien vu que c'était pas comme ce que je voyais sur Internet. Ok, merci. Et pour toi, Fred, du coup, c'était comment? Pas dans le détail, mais... Je m'attendais pas à devoir jouer le jeu. Et si. Alors, si je fais écho à ce que vous avez dit, moi, il n'y a pas Internet. La révolution, elle venait en fait de Canal+, qui venait d'ouvrir et qui avait comme argument de vente principal d'avoir un film pornographique le samedi soir. Donc il y a une curiosité, un interdit, il ne faut pas se leurrer aussi, quelque chose qu'on fait en cachette. Donc je dirais ma génération, on avait des revues aussi, mais enfin là il fallait être un peu malin pour aller dérober ça dans les bureaux de tabac qu'on s'échangeait. Mais je pense que ce qui est un peu commun, c'est qu'il y a une curiosité en tout cas, parce que c'est quelque chose qui ne se parle pas, mais dont on entend parler d'une certaine manière. Il y a une espèce de côté un peu indicible de la sexualité et malgré tout, on cherche à voir qu'est-ce que c'est en fait et comment ça se passe. C'est là où l'image pornographique, elle va avoir effectivement un rôle. Alors on voit qu'aujourd'hui, c'est très répandu. Ma génération, je ne sais pas en fait qui regardait ou pas, mais il me semble que chez les garçons, c'était quand même souvent répandu. Mais il y a une recherche, oui, de voir en fait qu'est-ce que c'est. Et c'est un peu le risque, du coup, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir et parfois ça peut être violent et choquant. Et je pense que le risque est d'autant plus grand aujourd'hui que sur Internet, on voit tout. Franchement, le porno de Canal+, il était trié sur le volet et c'était du gentil porno, si on peut le qualifier comme ça. Il n'y avait absolument rien de violent, il n'y avait aucun caractère sadomasochiste, par exemple, aucune perversion qui était montrée. Et c'était très hétéronormé, pour le coup, c'était très ciblé. Ok, donc c'était une version plus soft, mais avec quand même certaines normes qui étaient véhiculées un peu de la même façon qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Moins, mais ça commençait. Ouais, ok. Ça commençait.
Donc du coup, comme je disais, on a un peu tous des visions différentes, mais il y a quand même des dénominateurs communs qui se retrouvent chez vous tous, vous toutes, et malgré parfois un écart générationnel. Du coup, face à ça, on pourrait quand même penser que proposer une éducation à la sexualité à l'école, du coup, pour tous les élèves et pour tous les élèves qu'importe l'âge, donc comme le prévoit la loi de 2001, ce serait du coup une réponse et une garantie d'un accès égal aux connaissances face à du coup des sites pornographiques qui peuvent véhiculer des normes un peu faussées par rapport à des familles où c'est assez tabou. On pourrait se dire que du coup ça assure un accès égal et une déconstruction des stéréotypes justement plus effective. Pourtant, donc, il y a une étude qui a été publiée par le Haut Conseil à l'égalité en 2016 qui révèle que 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe, alors qu'elles sont 53% à savoir représenter le sexe masculin, et qu'une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. Donc toi, Frédéric, comment tu expliquerais ce niveau de connaissance assez faible des corps et de leur fonctionnement, du coup, après dans la sexualité ? Et comment tu penses qu'on pourrait pallier à ça pour que ça serve après dans l'apprentissage de sa sexualité, qu'on soit un homme ou une femme, ou peu importe comment on s'identifie finalement? Alors, sur ce qu'on sait sur l'éducation sexuelle, ce que l'enquête dont tu parles révélait, c'est que quand il y a une intervention, elle est souvent extrêmement centrée sur de la prévention des risques. Et elle va peu aller sur les questions de plaisir. Toutes ces questions-là sont souvent passées à la trappe. Et on part comme si on partait du principe que les gamins avaient déjà des éléments effectivement de connaissance de soi. Et souvent, cette éducation sexuelle, elle arrive tard, en fait. Elle arrive plutôt au collège. Et moi, je milite depuis bien longtemps pour que ce soit beaucoup plus tôt, en fait. Et beaucoup plus tôt, ça veut dire dès l'école primaire. La loi le prévoit dès la fin de la maternelle. C'est pas pour rien. C'est que la question du corps, elle se pose tout de suite, en fait. Et très vite chez les gamins. Et le rapport au plaisir, il se met en place très vite aussi, contrairement à ce qu'on croit ou qu'on veut croire. Donc, l'apprentissage de soi démarre, pour moi, très très tôt. Et les premières questions il ne faut pas les éluder de la part des gamins, il faut pouvoir leur répondre simplement. Il y a beaucoup d'outils maintenant et de bouquins pour les petits qui leur expliquent très simplement comment on est fait. Et plus cet apprentissage se fera tôt, mieux ce sera, je pense. Ça permettra vraiment de se construire beaucoup plus positivement en sachant déjà comment on est fait, comment nous on fonctionne, parce que dans la relation, justement, comment entrer en relation avec l'autre sexuellement si déjà moi je ne sais pas comment je marche, en fait, comment je fonctionne. Et ça veut dire aussi que toutes les filles ne fonctionnent pas pareil, tous les garçons ne fonctionnent pas pareil, contrairement à des idées reçues qu'on peut avoir. Donc plus on aura un apprentissage tôt, et qui n'est absolument pas perturbant pour les gamins, qui répond aussi à leur questionnement, mieux, à mon avis, mieux ce sera. Ok. Et du coup, juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire et à l'éducation à la sexualité qui est, comme on le sait, pas aussi poussée et aussi adéquate que ce qu'elle devrait être, enfin en tout cas trop axée sur la prévention des risques. Pour vous trois, est-ce que, enfin du coup, vous avez parlé du fait que c'était plutôt Internet votre bouée de sauvetage un peu quand vous en aviez besoin. Donc c'est que du coup, à l'école, vous n'avez pas reçu d'intervention de ce type? De mémoire, au collège, on a eu une petite intervention, mais c'était sur, du coup, plus l'intimité féminine, sur, du coup, les moyens de contraception, mais après, rien sur vraiment le rapport, en fait, qu'est-ce que c'est, du coup, voilà. Ok. Effectivement, une intervention, oui, d'1 ou 2 heures, concernant la prévention, c'était ça. Et bien sûr, un programme d'éducation sexuelle, entre grandes guillemets, en 4e, qui est imposé, je crois, mais qui, plutôt que nous informer réellement sur les questions pertinentes quant à la sexualité des jeunes gens de 4e, cible plutôt la reproduction sexuelle, ce sont les termes employés, et du coup, qui n'évoque pas effectivement le consentement, le plaisir, et puis qui reste quand même très hétérocentré. Voilà. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais aussi une des seules formes de prévention que j'ai vues, c'est le cours de 4e. Après, je me souviens qu'au CDI au collège, il y avait des livres quand même qui parlaient de sexualité, et notamment du guide du zizi sexuel de Titeuf.
Je me souviens que c'était un livre qui m'avait marqué et je l'avais lu avec mes amis. Et donc, ouais, c'était ça un peu mes formes de prévention à moi au collège. Ok. Ouais, donc dans l'ensemble, vous n'étiez pas convaincus et c'est là qu'Internet est arrivé un peu à la rescousse. Pas forcément pour le meilleur parfois, mais... et donc du coup, pour reprendre ce que j'ai dit auparavant sur ce chiffre un peu problématique, comme quoi une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris, c'est aussi, on veut aussi vous parler de ça par rapport au sujet de la pénétration, puisque justement, si la pénétration est autant privilégiée, c'est parce qu'on laisse un peu de côté aussi cet organe du clitoris. Du coup, on aimerait vous en apprendre un peu plus dessus. Point scientifique. Sais-tu que le clitoris est un organe génital féminin composé de la même manière que l'organe génital masculin et réagit de la même façon lors du rapport sexuel, c'est-à-dire il se gonfle du sang grâce à la stimulation externe et interne. Cet organe-là est constitué de petites cellules nommées le corpuscule de Pacini. Ces cellules contiennent 8000 terminaisons nerveuses qui répondent à des stimulations de vibration qui provoquent des sensations de plaisir. Et c'est d'ailleurs l'unique organe n'ayant aucune autre fonction que celle de donner du plaisir. Donc, on l'a bien compris grâce au petit point scientifique que nous a proposé Nour. Le clitoris, c'est un organe qui est au cœur du plaisir féminin. Pourtant, il y a une étude qui a été faite en 2020, une étude américaine qui a été publiée sur PubMed et qui a été menée auprès de 230 femmes. Et cette étude, elle démontre, en tout cas les chiffres qu'elle donne, c'est que 62% de ces femmes interrogées ont déjà eu un orgasme seulement grâce à la pénétration vaginale. Donc 62%, c'est le chiffre qui est donné. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre-là ? 62%, ça peut sembler grand, mais au final, il ne faut pas oublier les 40% qui obtiennent du plaisir sans pénétration. Du coup, ça montre que la pénétration n'est pas obligatoire pour chaque plaisir. Et peut-être que ces personnes ont côtoyé que la pénétration et pas autre chose. Je ne sais pas après, en fonction de l'étude. Mais du coup, il ne faut pas se focaliser sur ce gros chiffre et se dire que la pénétration est forcément obligatoire pour avoir du plaisir. Je trouve effectivement que le chiffre est intéressant à prendre en compte comme ça, 64%, c'est ça ? 62. 62, c'est quand même relativement élevé. Après, quelle est la proportion d'hommes qui prennent qui ont un orgasme par simple pénétration et quelle est la proportion de femmes qui arrivent à avoir un orgasme uniquement par stimulation externe ? C'est des questions qui se posent et qui peuvent être comparées du coup à ce résultat qui est quand même assez haut, mais relativement bas par rapport à ce qu'on peut attendre d'un rapport sexuel, je pense. Moi, j'ai pas compris le sondage, je suis désolé. Pas de souci. Les 40% autres ont quand même des orgasmes, mais pas avec... Non, en fait, du coup, le chiffre qui est donné tel quel dans l'étude, c'est que donc, sur un panel de 230 femmes, on nous dit que 62% d'entre elles ont déjà eu un orgasme seulement grâce à la pénétration vaginale. Voilà. Moi, d'un côté, ça me surprend pas, vu que c'est la relation sexuelle, l'image de la relation sexuelle dominante finalement. Okay. Donc je pense que de façon générale, on est peu sensibilisé au fait qu'il y ait d'autres manières d'avoir des rapports sexuels et d'avoir des orgasmes. Toi, Fred, ton avis sur ce chiffre ? Quand tu m'en avais parlé, je t'avais dit, ça me surprend. Ouais, c'est un chiffre qui me surprend parce que c'est pas forcément ce qui ressort sur d'autres enquêtes. Donc après, il y a plusieurs paramètres effectivement qu'on n'a pas là. C'est quoi l'âge de ces femmes déjà ? Est-ce que c'est des femmes expérimentées ou pas ? Est-ce qu'elles, comme vous le disiez très justement, est-ce qu'elles ont connu autre chose ou pas ? C'est quoi l'orgasme ? Voilà aussi, comment on comprend cette notion-là. Ça me surprend parce que moi, en tant que sexologue, dans les consultations que je peux avoir, on sait que les motifs de consultation principaux chez les femmes sont les difficultés de désir sexuel et tout ce qui va être douleur aussi, à la pénétration. Et qu'il y a souvent une insatisfaction à la pénétration, mais il faut, à mon avis, comprendre que ce n'est pas l'acte en lui-même qui va être source d'insatisfaction, c'est comment il est fait en fait. Voilà. Donc ça implique l'autre
qui est l'autre, quelle relation j'ai à l'autre aussi. Je pense qu'une femme qui est en confiance avec son ou sa partenaire a plus de chances d'obtenir une jouissance que quelqu'un où on se rencontre pour la première fois et où on ne sait pas comment ça fonctionne, tout ça, comment l'autre fonctionne. Ça me paraît être un paramètre important déjà. On sait que plus on va avoir un temps de découverte de l'autre, plus on va pouvoir ensemble construire quelque chose, plus on a de chances de parvenir à un orgasme. Voilà, après, il faut rappeler que l'orgasme n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la sexualité. Hein. On peut avoir du plaisir sans forcément grimper au rideau, quoi. Donc, effectivement, tous ces facteurs, c'est des facteurs qui sont primordiaux dans la relation sexuelle et même dans le rapport sexuel, que le partenaire soit de longue durée ou pas. Mais du coup, ça, c'est des facteurs qui, dans cette étude, effectivement, ne sont pas pris en compte. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce chiffre, parce que volontairement, on a voulu un peu provoquer un étonnement, puisque nous-mêmes, quand on a vu ce chiffre, en fait, on a été assez étonnés. On s'est dit, c'est quand même super haut, on s'attendait pas à ça. Et en fait, il y a une raison à ce que ce chiffre-là soit particulièrement haut dans cette étude, comme pour d'autres études similaires qui ont été menées sur le sujet de la pénétration. Et du coup, c'est une militante féministe américaine qui explique ça, donc elle s'appelle Anne Cott, et donc elle l'explique dans un article qui est intitulé « Le mythe de l'orgasme vaginal ». Déjà, ce titre est assez révélateur. Et du coup, elle montre que ces chiffres, en fait, ils reposent sur une distinction qui est encore trop répandue entre la stimulation clitoridienne et la stimulation vaginale. Donc distinction qui est faite aussi bien par les hommes que par les femmes. Alors que du coup, la stimulation vaginale, elle correspond au frottement des corps caverneux, autrement dit, et plus simplement les racines en fait, du clitoris dont on nous a parlé et qui entourent le vagin. Et du coup, cette différenciation en fait, qui est trop souvent faite, elle illustre quand même la méconnaissance du corps des femmes et du coup, comme je le disais, y compris par les femmes elles-mêmes. Et du coup, dans l'optique d'un rapport hétérosexuel, c'est aussi parce que c'est le partenaire masculin qui en est le plus satisfait. Donc, dans ces études, il y a cet amalgame qui est fait. Il y a effectivement, comme tu disais, le manque d'autres expériences aussi, puisque si on est habitué que à ça, forcément, on ne connaît pas autre chose. Et il y a également un peu la pression sociale et l'image de ce qu'est la pénétration, en fait. Du coup, on a réussi aussi à induire cette idée, même chez les femmes elles-mêmes, que c'est l'acte principal pour aboutir donc, à cet orgasme qui est tant recherché et qui pourtant n'est pas obligatoire, comme tu le disais. Et du coup, en fait, il y a aussi cette volonté de correspondre pour les femmes à ce qu'on attend d'une femme, donc c'est-à-dire qu'elle prenne du plaisir avec cette pénétration et que ce soit également l'objet de sa jouissance. Et il y a aussi beaucoup de vouloir satisfaire le partenaire aussi. Donc il y en a aussi qui ont un peu conscience de ça, mais qui préfèrent satisfaire l'image qu'elles auront auprès de leur partenaire, ce qui aussi peut s'entendre, malheureusement. Et c'est une norme sociale. Oui. C'est ça, c'est la capacité qu'on va avoir à s'affranchir d'une norme sociale qui semble imposer, d'un schéma effectivement un peu figé. Là, c'est du côté des femmes, mais ça serait intéressant de poser la question du côté des hommes aussi. En quoi est-ce que c'est réellement toujours une recherche de leur part, quoi, d'être forcément sur de la pénétration? Et là, il y a une vraie éducation aussi à faire du côté du masculin. Oui, c'est ça, parce que du coup, donc, la fausse représentation qu'on a de notre propre corps et de celui des autres, du coup, ça a mis du temps à être déconstruit, mais aussi... même si on a conscience de certaines choses, toutes ces normes qui nous sont inculquées sont très difficiles à déconstruire. Du coup, ça m'amène à un peu ma dernière question. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et donc à ces trucs de fausses représentations et de normes qui mettent beaucoup de temps à se déconstruire, grâce à vos connaissances actuelles, grâce à vos expériences aussi personnelles, si maintenant, là, vous deviez donner un ou plusieurs conseils à quelqu'un qui souhaite démarrer sa sexualité, donc avec toutes les peurs, tous les doutes que ça peut impliquer, comme vous pouvez le savoir, qu'est-ce que vous lui diriez? Déjà, de se découvrir tout seul, dans un premier temps, et d'en discuter avec son partenaire, de chacun les plaisirs des deux parties, en gros, quoi. Et je pense que l'écoute fait que le rapport sera beaucoup mieux, et voilà. Ok. Effectivement, se découvrir soi-même, c'est hyper important et je te rejoins complètement là-dessus.
Si vous me permettez, il faut mettre un mot là-dessus. Masturbation. Voilà. C'était joli, se découvrir. C'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai, il s'agit de masturbation et c'est vrai que elle est un petit peu plus, je pense, normalisée chez les hommes que chez les femmes et c'est aussi pour ça qu'on peine un petit peu à déconstruire cette pénétration parce qu'en fait, la femme, avant l'homme, entre guillemets, ne connaît pas d'autres plaisirs et attend que l'homme lui inculque ce que c'est que d'être en plaisir, d'atteindre l'orgasme, etc. Alors qu'en fait, si chacun fait son travail des deux côtés, peut-être qu'on peut aboutir à des rapports qui seront un petit peu plus épanouis dans les deux côtés, avec moins de pression pour les hommes et peut-être un côté un petit peu plus responsabilisant pour les femmes qui sont aussi responsables de leur plaisir et de celui de leur partenaire. Après, les expériences forgent aussi tout ça. Je pense que les premières découvertes, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, forgent les choses et sont intéressantes dans le respect, le consentement et surtout dans l'envie, je pense. Ok. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Hugo, je pense que tu voulais dire se découvrir aussi, mais pas que par la masturbation, c'est ça. Ouais. Aussi, oui, apprendre à découvrir. Parce que je sens que c'est ce que tu voulais dire. La déformation professionnelle. Voilà. Il y a évidemment la masturbation, et c'est vrai que c'est important de mettre le mot, mais je pense... On a tous des zones érogènes, des fois, et c'est bien aussi de savoir ce qu'on aime, pas que la masturbation, du coup. Je pense que c'est... Et savoir aussi ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire se découvrir soi-même, ça peut aussi impliquer de dire, finalement, moi, la sexualité, c'est pas trop mon truc. Aussi. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Donc oui, se découvrir soi-même, se masturber et communiquer, je pense que c'est très important pour essayer de comprendre l'autre, mettre à l'aise l'autre personne, parce que parfois, ça peut être difficile au début. Et après, je pense qu'il faut avoir des expériences. Hein. Au début, ce sera peut-être un peu plus suivant ou difficile. L'expérience prime. Ok. Du coup, toi, Fred, est-ce que tu voudrais conclure ce podcast avec ton regard hyper professionnel? Par rapport à cette question? Ouais, ou globalement, si tu as des choses à rajouter aussi, c'est avec plaisir. J'en aurais beaucoup, donc... Mais par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faut intégrer l'idée que c'est un apprentissage, la sexualité, et que c'est un apprentissage toute la vie, en réalité. Donc ça veut dire de sortir de l'idée qu'il faudrait être opérationnel, si je puis dire, assez rapidement, ce qu'on entend beaucoup quand même chez certains jeunes, d'une idée qu'il faut que ça fonctionne vite et bien, et que ce soit extatique, quoi. Non, ça ne peut pas marcher comme ça déjà, parce que biologiquement ça ne fonctionne pas de cette manière-là, et qu'il y a vraiment un temps d'apprentissage. Et ça commence effectivement par le fait de se connaître. Donc on a parlé de la masturbation, et tu avais tout à fait raison de me reprendre par rapport à cette question des zones érogènes. C'est super d'en parler, parce que ça c'est passé beaucoup sous silence aussi. Et c'est vraiment l'idée de savoir quels endroits de mon corps sont effectivement susceptibles de provoquer du plaisir et du désir surtout, de faire monter le désir, parce que c'est toute une histoire de mayonnaise, hein, si je puis dire, qu'il faut faire monter. Et donc soi-même, effectivement, c'est des choses qu'on peut éveiller, qui, dans la petite enfance, vont s'éveiller malgré nous au contact de l'autre, d'une manière... on sait très bien que les petites filles qui montent sur les genoux, ça procure pour certaines un certain plaisir, et elles commencent à découvrir comme ça. Les petits garçons à qui on n'arrête pas de dire « mais arrête de te tripoter le pénis », c'est parce qu'ils commencent à voir qu'il y a quelque chose là qui se passe. Donc ça commence là, et puis effectivement après on va commencer à voir ce qui nous plaît. Et je parle d'apprentissage parce que soit c'est une chose, mais encore une fois, quand on va être avec l'autre et qu'on va laisser l'autre nous caresser, là, c'est l'aventure, et on ne sait pas ce que l'autre va réveiller chez nous, qu'on ne pouvait pas réveiller tout seul. L'exemple je trouve très probant de ça, et qui pour moi est, avec la masturbation, le premier indicateur vraiment de l'entrée dans la sexualité, c'est le premier baiser, profond. Parce que la langue est une zone extrêmement érogène, et que par le premier baiser, l'autre va éveiller chez moi quelque chose que je ne pouvais pas réveiller tout seul, forcément. Hein. On a beau... je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit, mais quand on est petit, on essaie de s'entraîner à faire le baiser avec la langue, dans la glace, là, comme ça, un peu idiot. Mais
ça peut pas marcher tout seul. Donc là, c'est le premier émoi, en fait. C'est-à-dire, wow, l'autre, en fait, il déclenche quelque chose chez moi que j'avais absolument pas anticipé. Donc c'est accepter après que cette recherche, elle continue, que l'autre aille chercher, comme ça, chez nous, qu'est-ce qui peut être source de plaisir, de désir ou pas, comme tu disais, parce que ça, c'est important. Et ça permet de se construire et de dire, voilà, ça, j'en ai envie, ça, je n'ai pas envie. Et puis, ce qui est encore compliqué, c'est que ça marche comme ça avec l'un, mais le prochain, la prochaine, ça marchera peut-être pas comme ça, parce que l'autre est différent. Et l'autre ne va pas nous toucher de la même manière, ne va pas réveiller la même chose. Bon. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un apprentissage et que c'est à chaque fois quelque chose qu'on remet en jeu, si je puis dire, même si on garde des réflexes. Et tout l'enjeu de la relation à deux, de se construire sexuellement, c'est ça. Vous avez parlé de dialogue, ça c'est vraiment important, de partager, d'échanger, vous disiez au début. Mais on sait que c'est pas simple ça. C'est compliqué de mettre des mots là-dessus. Parce que derrière, c'est la question du désir, c'est comment moi je jouis, c'est quoi les images que j'ai dans la tête, en dehors de celles que j'ai vues, c'est mon imaginaire à moi, c'est mes désirs à moi, c'est mes fantasmes à moi. Et confier à l'autre ces fantasmes, c'est s'exposer à être jugé. Quoi. Dire, mais il ou elle va me prendre pour qui si je lui disais réellement ce dont j'ai envie. Donc il faut s'autoriser ça, c'est ça qui est complexe. Sauf que c'est comme ça qu'on gagne, je pense, vraiment en confiance et que ça peut bien marcher. Ok, eh ben merci beaucoup pour cette conclusion. Et c'est super parce qu'elle rejoint quasiment totalement la mienne. Donc je pense que franchement, c'est totalement ce que je voulais dire par rapport à cet apprentissage et tout. Donc je vais pas du tout me répéter, mais c'est... en fait, c'est une belle conclusion par rapport au message qu'on voulait faire passer à nos étudiants et nos étudiantes. Enfin, vraiment, c'est que c'est l'importance de connaître son corps et d'apprendre à connaître celui de l'autre, toujours dans le respect des limites de chacun, chacune. Ça reste le plus important dans la sexualité. Et vraiment, je veux redire aussi que la sexualité, on en parle de plus en plus. Et j'ai quelques étudiants, quelques étudiantes qui nous disent que du coup, ils ressentent un peu une pression inverse à devoir avoir une sexualité, à devoir être un peu libéré. Et je voudrais aussi rappeler que la sexualité, c'est un choix. Donc en avoir une ou ne pas en avoir une, ça appartient à chacun et à chacune de prendre cette décision. Et voilà, et de respecter ses propres envies, en fait, pour ça. Donc je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents et présentes pour ce premier épisode. Vraiment, on est ravis que vous ayez pu participer. Merci beaucoup. Bref, merci à toi de nous avoir écoutés et si à la suite de ce podcast tu as des interrogations sur le sujet, tu peux prendre rendez-vous avec un ou une professionnelle du service de santé universitaire qui pourra évaluer tes besoins et répondre à tes questions. Et bien sûr, n'oublie pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux étudiants relais santé. Nous sommes présents sur Facebook et Instagram. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Point Q du SSUE.